est macroéconomiste hétérodoxe du développement, professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, chercheur associé au Centre tricontinental, évaluateur certifié des politiques publiques, écrivain et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire démocratique, institution et subjectivité au sein de l'Université catholique de Louvain, le professeur Thierry Amougou parle de l'industrialisation au Cameroun. Le Cameroun, à l'horizon 2030, selon la stratégie nationale de développement, envisage les modifications structurelles indispensables pour l'industrialisation du pays. Ramener le déficit de la balance commerciale de 8,8% en 2018 à environ 3% du produit intérieur brut en 2030. Selon vous, quels sont les secteurs qui pourront permettre d'atteindre ces objectifs et comment faire? Merci à vous auditeurs qui nous suivent. Donc, je salue aussi tous vos auditeurs. Le Cameroun, comme vous l'avez signalé, est donc dans une trajectoire d'émergence. Mais avant d'aller directement dans la réponse à votre question, il est important aussi de signaler un certain nombre de choses. Vous me posez la question de savoir sur quelle structure il faut agir pour atteindre ces objectifs. Il est au préalable important de dire que lorsqu'on parle d'émergence, de développement dans un pays, il faut déjà peut-être cesser de moins faire ce qu'il y a dans les bouquins, d'observer d'abord le pays. Et l'observation du Cameroun doit nous permettre de savoir comment est-ce que nos campagnes sont reliées à nos villes, par quelle production, par quel territoire, par quelle temporalité, comment est-ce que les régions du Cameroun sont reliées entre elles, via quelle production, via quel type de communication, et comment est-ce que le Cameroun est relié à l'international. Ces différentes informations doivent nous permettre de construire ce qu'on appelle une matrice de l'économie nationale, qui permet de savoir comment est-ce que la campagne, la ville et l'international, le national sont reliés. Et cette matrice nous donne donc la structure de l'économie camerounaise. Ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on doit faire des réformes, où est-ce qu'il faut faire des réformes qui portent. Quand on touche à quelque chose dans le secteur rural, comment est-ce que le secteur urbain réagit, comment est-ce que le secteur international réagit. Donc cette matrice, qu'on appelle le tableau entrée-sortie, doit nous permettre d'avoir les articulations entre les différents champs de l'économie camerounaise. Et une fois qu'on a cela, on doit donc aussi avoir une pensée sur le développement. Ça ne se fait pas sans penser. Les objectifs chiffrés que vous évoquez sont des instruments. Mais tout ça n'a pas trop de sens si on n'a pas une pensée sur le développement. C'est la pensée qui vous permet d'avoir un cadre précis d'action. Et c'est ce cadre précis d'action qui vous permet donc d'avoir ce que l'historien Kizerbo, burkinabé, appelait le développement clé en tête. On doit penser son développement, son émergence. Et là, les instruments sont donnés par cette pensée-là. Et une fois que la pensée est là, on peut donc, dès lors, fixer des objectifs et fixer des moyens pour atteindre ces objectifs. Donc, je vous dirais, au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'il faut agir? Pas des choses complexes. Où est-ce qu'il faut agir? Première chose, il faut agir sur la population. La première ressource pour faire l'émergence au Cameroun, pour développer au Cameroun, c'est la population. Donc, première chose à mettre en place, une population est utile et elle peut faire du développement lorsqu'elle a accès à l'eau, lorsqu'elle a accès à l'électricité, lorsqu'elle a accès à la santé, lorsqu'elle a accès à l'éducation, lorsqu'elle a accès à un certain ensemble de commodités lui permettant d'être des acteurs actifs et des acteurs qui comptent pour le développement. Ça, ce sont des choses basiques. Donc, première chose, optimiser la ressource qu'est la population camerounaise. Deuxième chose à faire pour continuer dans cette voie, c'est comment mobiliser la main-d'œuvre hyper bien formée que nous avons et qui est oisive. Lorsqu'on parle des ressources pour développer un pays, pour faire l'émergence, il faut chercher les voies et moyens de mobiliser cette population active-là qui est oisive par des grands travaux nationaux. Comment est-ce qu'on mobilise cette main-d'œuvre-là? Ça, c'est une infrastructure à mettre en place, dans l'infrastructure, l'emploi de la main-d'œuvre oisive. Autre chose à faire, c'est comment intégrer le travail des femmes. Les femmes dans les sociétés africaines et camerounaises en particulier sont omniprésentes dans l'agriculture, dans le commerce,
dans tout ce qui concerne l'associatif, dans tout ce qui concerne nos ménages. Ça veut dire qu'elles sont au cœur de l'économie populaire grâce à laquelle nos populations vivent. Donc, autre chose à faire, comment exploiter ce travail des femmes pour qu'il ne reste pas uniquement basique, mais puisse également irriguer le pays dans son projet d'émergence et de développement. Et une fois qu'on a dit ça, il est donc important de se rendre compte qu'on n'aura pas bouclé la boucle en intégrant les femmes, en intégrant les chômeurs, en construisant une matrice qui nous donne la structure de l'économie. Il faudra aussi agir sur deux facteurs fondamentaux. Le premier facteur, c'est la justice. On ne peut pas faire une émergence, on ne peut pas attirer des investisseurs si l'institution judiciaire ne fonctionne pas bien. Parce qu'un investisseur veut être en sécurité. Lorsqu'il vient investir au Cameroun, il veut que justement ses actifs soient protégés, il veut que sa propriété privée soit protégée, il veut que les droits de propriété soient clairs. Et ça ne peut pas exister sans une justice crédible. Autre dimension et autre ressource qui n'existe pas dans les documents que j'ai lus, c'est la paix. On ne peut pas penser à une émergence, à un programme de développement, si on n'a pas pacifié le pays, si on n'a pas mis en place une sécurité qui rétablit la confiance entre les populations et qui rétablit la confiance entre le pays et ses partenaires extérieurs. Voilà des ressources de base qu'il faut d'abord avoir. Les indicateurs ne seront déterminés que par cela. On ne peut pas commencer par les indicateurs si on ne travaille pas sur ces ressources de fonds qui stabilisent un projet d'émergence ou de développement. C'est ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Selon certains experts, l'insuffisance des capitaux, la faiblesse du pouvoir d'achat de la population locale, la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée sont un frein à l'expansion du secteur industriel au niveau local. Quelles sont les solutions qui pourraient être envisagées? Merci. Parlant de l'industrialisation, il est aussi important de poser 2 à 3 préalables. C'est que dans l'histoire de l'industrialisation des pays africains, on a eu 3 étapes. La première étape a été celle, justement, donc, qui va des années 60, des indépendances, jusqu'en 1980. Et où, après la conférence de Bandung, en 1955, les pays africains ont voulu faire ce qu'on appelle une industrialisation endogène, c'est-à-dire portée par l'État, qui était donc l'acteur central chargé de l'industrialisation. Et puis, cette stratégie aboutit à une crise dans les années 80, où nos pays sont en faillite, et où on redéfinit donc le plan d'action de Lagos, qui est dans ce plan d'action qui se dit nous allons repenser l'industrialisation de l'Afrique à partir des experts africains, à partir des experts locaux. Mais ce plan d'action de Lagos a été un peu un mort-né, parce qu'il a été court-circuité par les ajustements structurels qui arrivent en 1980, dont le plan d'action de Lagos n'est pas appliqué. Et les ajustements structurels nous disent quoi? Ils nous disent que finalement, l'État ne doit plus faire du développement industriel. Il doit se mettre de côté. C'est désormais le marché qui doit assurer le développement industriel. Ça, c'est la deuxième phase dans laquelle on est sorti dans les années 2000. Pourquoi? Parce que la pensée économique a encore évolué et s'est rendu compte que finalement, aucun pays ne s'est développé sans un État qui fait du développement industriel. Donc, désormais, nous sommes dans un paradigme mixte qui pense que l'État doit bien sûr concevoir une politique industrielle, mais il doit également soumettre cette politique industrielle à la concurrence du marché. Donc, le paradigme mixte qui s'impose aujourd'hui. Alors, concernant le Cameroun, lorsqu'on dit qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée, lorsqu'on dit qu'il y a un manque de capitaux, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du développement industriel, il y a un ensemble de paramètres qui émergent. Le premier paramètre, c'est que les pays qui veulent s'industrialiser aujourd'hui n'ont pas les mêmes conditions que les pays occidentaux au XVIIIe siècle. On se rend compte de quoi? On se rend compte du fait que ça coûte plus cher. Il faut plus de capitaux qu'au XVIIIe siècle. On se rend compte du fait que les secteurs industriels sont de plus en plus perfectionnés, donc il faut un capital humain de plus en plus pointu, donc de plus en plus coûteux. On se rend compte du fait que l'industrialisation crée de moins en moins d'emplois. Pourquoi? Parce que les économies sont de plus en plus des économies qui basculent vers des économies de services. Donc, les pays aujourd'hui qui s'industrialisent, si on prend le cas de l'Inde, le cas du Brésil, n'ont réussi à créer que 20% d'emplois. Ça plafonne et ça n'augmente plus. Vous voyez? Donc, les conditions se sont modifiées. On se rend compte
d'une autre caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, pour s'industrialiser, ce sont ceux qui ont réussi à faire l'imitation, qui ont réussi à atteindre un niveau d'industrialisation quand même acceptable. Donc, la meilleure façon de s'industrialiser n'est pas bâtir des institutions efficaces, c'est faire de l'imitation. Parce que c'est plus facile à faire que construire une institution. Ça, ce sont des données qui sont extrêmement importantes dans le champ de l'industrialisation. Et on se rend compte aujourd'hui que les niveaux d'industrialisation les plus élevés sont de plus en plus bas. Ça veut dire que les pays qui aujourd'hui sont parmi les plus industrialisés ont, par rapport au XVIIIe siècle, des niveaux d'industrialisation extrêmement faibles. Vous voyez? Donc la voie qui s'ouvre à nos pays, comme le Cameroun en fait partie de ces pays-là, ce n'est pas une industrialisation lourde calquée sur la trajectoire de l'Occident, c'est une industrialisation calquée sur la trajectoire de la Chine, calquée sur la trajectoire de l'Inde, qui ont commencé par imiter. Et c'est d'avoir aussi un moteur. Le moteur de la Chine, c'est quoi? La Chine s'est spécialisée dans une économie qui a pour moteur la fabrication des produits qui coûtent moins cher à l'exportation. Donc, c'est l'atelier du monde. L'Inde s'est spécialisée sur quoi? L'Inde s'est spécialisée sur l'informatique. L'Inde, c'est le bureau du monde. Hein? La Russie s'est spécialisée sur l'énergie. L'Afrique du Sud sur l'or et sur les vins. Le Brésil sur l'agriculture et l'agro-industrie. Donc, des pays choisissent un secteur où ils maximisent et essayent, à partir de ce secteur-là, de tirer les autres. Alors, notre pays est frappé par quoi? Ce qui frappe de nombreux pays en Afrique au sud du Sahara, il est frappé par ce qu'on appelle une désindustrialisation atypique. Ça veut dire qu'avant qu'on atteigne une économie industrielle, on bascule dans une économie de services bas de gamme, caractérisée par l'économie informelle. Vous voyez? Donc, tous les pays africains sont là-dedans. Regardez le Rwanda, qui se spécialise dans les nouvelles technologies, alors qu'il n'a pas été un pays industriel. Il est déjà dans une économie de services. Donc, la trajectoire que nous suivons n'est pas la trajectoire des Occidentaux, et nous n'avons même pas les moyens de la suivre. Alors, que faut-il faire dans une telle situation? Première chose, faire des échanges, c'est-à-dire imposer quelque chose dans notre relation commerciale avec la Chine. Ce que fait la Chine d'ailleurs elle-même. Qu'est-ce que la Chine fait? Lorsque vous voulez investir dans le marché chinois, elle vous dit, donnez-moi la technologie et je vous ouvre mon marché. Donc l'Afrique peut faire exactement la même chose. Que la Chine qui veut des matières premières en Afrique, qui veut des terres en Afrique, nous donne en retour des technologies, nous cède des brevets pour qu'on puisse avoir accès à des technologies. Deuxième chose à faire, il faut protéger le petit secteur artisanal qui existe. Parce que ce petit secteur-là n'est pas breveté et il subit le piratage même des Chinois qui prennent tout et fabriquent en masse et tuent notre petit secteur. Donc il faut revenir ici à ce que les Allemands appelaient le protectionnisme éducateur. Si on a des petits secteurs qui sont encore fragiles, les États doivent les protéger. Et ce sont ces petits secteurs qui peuvent alimenter nos champions industriels nationaux, si nous voulons en construire. Et tous les États du monde fonctionnent ainsi. Aucun État ne se développe de façon industrielle sans mettre en place un protectionnisme de certains secteurs. Nous devons aussi, dans cette construction donc, de l'industrie locale, favoriser les cultures locales. Nous ne pouvons avoir de nouveaux avantages comparatifs que si nous inaugurons des champs d'industrialisation ou des champs économiques où les autres ne sont pas encore. Et c'est là où on peut avoir des avantages comparatifs. Par exemple, l'industrie agricole. On peut faire l'agriculture naturelle. Par exemple, le tourisme, avec tout ce que nous avons comme don du ciel. On peut créer un tourisme écologique. On peut créer une agriculture écologique. Et avec nos terres, nos méthodes artisanales un peu modernisées, on peut créer là de nouvelles filières dans lesquelles les gens ne sont pas encore engagés et que nous allons contrôler. Donc, vous voyez, et à partir de là, il faut aussi que l'État permette la mise en place d'un système financier qui soutient l'économie interne. Ça, c'est très important. Nous avons en Afrique et au Cameroun aussi un système financier extraverti. Ça veut dire que celui qui va acheter, qui veut faire une plantation de canne à sucre ou de manioc ou de macabo au Cameroun, s'il demande un crédit, il ne l'a pas. Mais celui qui va acheter la Mercedes, s'il demande un crédit, il va l'avoir. Pourtant, en achetant la Mercedes, il donne du travail à Mercedes. Il ne donne pas de travail au Cameroun. Donc notre système financier ne finance pas l'investissement au Cameroun. 70% de la micro-entreprise est financée par l'informel, par la microfinance. Donc nos États doivent aussi réfléchir sur comment mettre en place un système financier qui soutienne
justement donc l'économie camerounaise. Et à ce niveau-là, l'État peut aussi dire, si une banque internationale veut s'installer au Cameroun, l'État oblige qu'elle donne un certain taux, un certain niveau de crédit aux investisseurs nationaux. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les banques camerounaises et africaines, qui sont les filiales des grandes banques internationales, sont surliquides. Ça veut dire qu'elles sont pleines aux as. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles n'accordent pas du crédit aux nationaux. Elles déposent leur argent dans les paradis fiscaux. Donc, on devient tout simplement dans des pays de rente. Ils viennent profiter de nos pays et ne financent pas l'économie locale. Donc, voilà quelques pistes sur lesquelles on peut agir par rapport à cette question de l'industrialisation. Et surtout, ne pas prétendre vouloir copier ce que les Occidentaux ont fait. On n'a plus les mêmes conditions, on n'a pas les mêmes moyens, les conditions sont durcies. L'industrie est même de moins en moins rentable. Parce que comme la compétition est extrêmement élevée, celui qui veut y faire son trou doit avoir des capitaux colossaux. Et on se rend compte que c'est plutôt l'économie des services qui est en vogue aujourd'hui. Et l'économie des services, c'est quoi? C'est l'informatique, c'est le métier des assurances, c'est la santé, c'est tout ce qui concerne la banque. C'est plutôt vers là que vont les économies aujourd'hui. Donc, par rapport à l'industrialisation, nous n'avons pas les mêmes conditions que les autres, nous devons chercher d'autres voies. Professeur, parlons du développement économique des collectivités territoriales décentralisées. L'État a prévu de transférer 15% de ses recettes aux collectivités territoriales décentralisées, prévu par la loi du 2 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Pour accroître les recettes, quels sont les mécanismes économiques régionaux qui pourraient être mis en place ou envisagés? Concernant la décentralisation et son financement, on peut déjà souligner que sur le plan théorique, tout est bien prévu, comme vous l'avez signalé, il y a 15% qui est du budget prévu au financement de cette décentralisation. Bon, il faut déjà souligner aussi qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'on a eu les régionales dernièrement, je suivais encore certains maires camerounais qui disaient que les 15% n'étaient toujours pas arrivés. Donc il y a déjà un peu un retard à l'allumage qui peut créer du retard aussi dans les projets régionaux. Par rapport à notre décentralisation, j'aimerais aussi faire une analyse globale, générale, concernant cette décentralisation. Pourquoi? Parce que la question que vous posez est une question qui revient à me demander comment est-ce que les régions peuvent s'autofinancer en dehors de ces 15%. Or, pour que les régions s'autofinancent, il faut qu'elles aient une flexibilité politique. Il faut que ces régions puissent avoir une capacité de création de règles, une capacité de création de normes, même dans les interactions avec d'autres régions, avec d'autres villes à travers le monde. Et cela me ramène sur le type de décentralisation que nous avons mis en place au Cameroun. Nous avons une décentralisation que je qualifie de contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle provient d'un État unitaire. Et cet État unitaire a une grande inspiration jacobine, parce qu'il a été dominé par la culture française. Et on le voit même en France, la France a décentralisé, mais les maires continuent à se plaindre en disant « tout repart toujours de Paris, on a moins de pouvoir ». Et c'est quoi donc une décentralisation de contrôle? Ça veut dire que l'État se considère comme l'acteur chapeau, donc l'acteur omniscient, qui peut connaître toutes les informations concernant les régions, et il prétend donc déterminer les règles et les normes de la décentralisation. Donc il détermine la règle. Et les collectivités territoriales décentralisées sont donc amenées à appliquer cette règle-là. Ça vient d'un État unitaire. Mais pour que les régions aient la flexibilité dans leur mécanisme de financement, par exemple lever l'impôt, par exemple organiser certains secteurs d'une certaine façon, il nous faut ce que j'appelle une décentralisation autonomisante ou alors une décentralisation émancipatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État ne doit pas définir du haut les règles. Il doit permettre aux régions d'avoir la latitude de pouvoir produire de l'information par rapport à leurs problèmes et d'adapter les règles par rapport au processus d'évolution de la région.
Là, on parle vraiment de décentralisation autonomisante. Et ça, c'est beaucoup plus en vigueur dans les pays anglo-saxons, qui ont une mentalité, une culture de décentralisation, où les régions se gèrent elles-mêmes. Elles peuvent définir les règles, elles peuvent ajuster ces règles par rapport à leurs problèmes, et elles peuvent modifier aussi les objectifs. Dans notre décentralisation, ça va être un peu compliqué, parce que comme on parle d'État central, elle est assez tenue par le haut. Donc, ici, il nous faudra donc une division du travail assez claire entre l'État et la collectivité territoriale décentralisée. Qu'est-ce que l'État doit faire tout seul? Qu'est-ce que la collectivité peut faire? Qu'est-ce qu'elle fait conjointement avec l'État? Voilà. Et c'est à partir de là qu'on pourra voir si une région peut lever l'impôt de façon autonome. Est-ce qu'elle peut avoir des collaborations avec d'autres régions à travers le monde pour se développer? Est-ce qu'elle peut initier disons, des projets particuliers qui ne sont pas initiés par l'État? Est-ce qu'une région peut dire, par exemple, pour résoudre le problème du chômage, nous sommes peut-être dans la région du sud-ouest, on va apprendre, ou alors dans la région de l'ouest, voilà, on va apprendre une langue locale, on va l'introduire à l'école. Est-ce qu'une région a la possibilité de faire ça? Et de dire, comme cette langue locale a été introduite à l'école, le gars du village qui la cause bien peut être professeur, je ne sais pas de telle ou telle langue à l'ouest. Ça peut permettre à une région de créer de l'emploi. Est-ce qu'une région peut dire, par exemple, nous allons mettre en place voilà, un service qui va délivrer des cartes d'identité, qui sont des cartes d'identité camerounaises, c'est-à-dire définies par l'État. Mais est-ce que la région peut organiser cela et aider l'État dans justement donc, la délivrance des cartes d'identité et permettre aussi à l'argent d'entrer au niveau de la région? Est-ce qu'une région peut par exemple se dire nous allons orienter notre taxe de façon à ce qu'on puisse financer tel ou tel projet sans prendre des ordres de l'État? Ça, c'est autant de choses qui m'amènent à dire que notre décentralisation telle qu'elle est définie aujourd'hui, c'est-à-dire elle est de contrôle avec des règles fixées et définies par le haut, ne le permet pas. Vous voyez? Ce qui peut le permettre, c'est ce que j'appelle un ensemble de règles autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région, par rapport à ses problèmes, par rapport à ses acteurs, définit les règles par rapport aux problèmes qu'elle rencontre et par rapport à ses défis. Et là, on entre donc dans une dynamique qui peut permettre à cette région-là de pouvoir même révoquer le président de région. Vous voyez? Si une région autonome et qu'on a mis Thierry à la tête de cette région et qu'elle se rend compte que Thierry ne fait pas le boulot, on doit avoir des régions avec une capacité de référendum et qui peut donc révoquer quelqu'un pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Or, notre décentralisation ne permet pas ça. On ne peut pas révoquer un président de région qui ne satisfait pas aux intérêts de la région. C'est un peu ça la limite. Mais les régions, avec beaucoup d'autonomie, peuvent s'autofinancer. Mais cela demande donc une culture de décentralisation un peu plus poussée, que nous n'avons pas, parce que notre État est dominé par la culture jacobine française. C'est ici que s'achève cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.